Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, Florence Garnier, fondatrice de Amagar Coaching Solutions, va nous expliquer sa nouvelle façon de voir le management et le leadership pour faire évoluer les entreprises. Alors, on a cette petite réunion ensemble ce matin dans un café pour que vous m'expliquiez plus en détail en fait tout ce que vous faites avec les dirigeants, comment vous leur apprenez à mieux s'organiser, si j'ai bien compris. Ah, en fait, ce que je fais, ça s'appelle du coaching des organisations, en 2 mots. Le coaching, c'est un mot qui est utilisé un petit peu à toutes les sauces, si je peux le dire comme ça. Il y a du coaching individuel, du coaching de vie, du coaching d'équipe. On coach même des chiens et des chats. Moi, j'ai une discipline un peu différente qui s'appelle le coaching des organisations, c'est-à-dire en synthèse, marcher aux côtés d'un patron ou d'une patronne pour l'aider à mettre en place un projet pour son entreprise. Alors, ça peut être un projet de structurer sa croissance, un projet d'acquisition, de succession, et parfois aussi, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, réparer des crises. Voilà. Ce qui m'interpelle chez vous, c'est que la quête du sens et de l'éveil deviennent essentielles pour vous dans le management et le leadership. Alors, je ne sais pas si je le dirais moi comme ça, mais ce que j'ai échangé avec un de mes clients récemment qui me disait que en fait, lui étant DRH, s'occupait du hard, si on peut utiliser ce mot-là, c'est-à-dire le cadre, la rémunération, les contrats, le légal, toutes ces choses, et que moi je m'occupais du soft, parce que on peut avoir de bonnes relations, ne pas être stressé, comme on peut se sentir bien. Enfin, bref, toutes ces choses intuitives, je dirais. La deuxième composante, c'est l'appétence. L'appétence, c'est ce que j'aime faire, parce que quand on fait une chose qu'on aime, eh bien, on est plus productif, si on peut utiliser des mots un peu rudes. Et puis, le troisième volet, c'est la compétence, c'est-à-dire ce que je sais faire. Voilà le triangle des choses autour desquelles nous intervenons. Vous me disiez tout à l'heure que le parcours d'un entrepreneur, finalement, c'est un peu la bataille du Jedi. Alors, comment est-ce que vous les accompagnez dans cette bataille-là ? En fait, j'utilise le mot de bataille du Jedi parce que quand on se lance dans un projet entrepreneurial, et j'en sais quelque chose parce que je suis moi-même entrepreneur, j'ai eu 3 ou 4 expériences entrepreneuriales dans ma carrière. Souvent on travaille beaucoup déjà pour commencer, la chose clé, elle est double, c'est de garder son niveau d'énergie, donc garder sa motivation, garder le cap et éviter les distractions, c'est-à-dire éviter de s'éparpiller. On est ultra sollicité quand on est entrepreneur, on a des millions de choses à faire et on peut parfois oublier son cap, et c'est ce qui va me conduire parfois j'ose pas utiliser le mot d'échec, mais peut-être au moindre succès des initiatives, je dirais. Vous travaillez avec des entreprises en pleine croissance. Quelles sont les limites que vous rencontrez le plus souvent chez les entrepreneurs ? Les limites, elles sont, je ne sais pas si elles sont chez les entrepreneurs, elles sont souvent dans le cadre, dans leur contexte. Les clients que je rencontre, alors après c'est mon point de vue, je ne sais pas s'ils sont le reflet de tous les clients, mais les entrepreneurs que je côtoie, souvent ils ont des rêves en technicolor. Leur difficulté, c'est plus d'embarquer, d'abord dans un premier temps de faire comprendre leurs rêves autour d'eux, donc ça peut être leurs équipes, mais aussi leurs investisseurs, leurs actionnaires, leurs banquiers. Ça c'est un premier aspect, donc faire comprendre leurs rêves. Et une fois qu'ils y sont parvenus, quand ils y parviennent, c'est arriver à structurer un cadre et une organisation autour d'eux pour porter ce rêve et arriver à le mener à bien finalement. Donc vous travaillez d'abord avec le dirigeant, ensuite le comité de direction, et puis vous étendez tout ça aux différents managers. Et de quelle manière est-ce que vous réveillez cette conscience de l'entreprise chez les gens en fait en général ?
Mais en fait, on a donc oui, on travaille avec les trois populations que vous avez mentionnées, hein, donc le dirigeant, l'entrepreneur, les dirigeants et les managers. Pas toujours dans cet ordre séquentiel, hein, je dirais. Parfois, on commence par les managers si on a des problématiques spécifiques. Et puis les dimensions qu'on couvre pour mener à bien le projet sont le sens. Donc c'est déjà fixer le cap pour l'entreprise et expliquer le projet du dirigeant ou de la dirigeante, les éléments de relation, c'est-à-dire tout ce qui concerne impulser la cohésion d'équipe, l'énergie pour maintenir la motivation à son plus haut, et puis le cadre qui est aussi la partie un peu plus triviale d'organisation et de délégation des tâches, parce que dans une entreprise qui grandit ou qui connaît des changements comme une acquisition par exemple, cet aspect-là prend beaucoup de place en fait. Finalement, vous redonnez du sens et vous rendez plus autonomes les collaborateurs? Alors, je ne sais pas si on peut rendre des gens plus autonomes, mais en tout cas, on essaye de leur donner les clés pour que ils arrivent à grandir dans leur job. Et ces clés, on leur donne autour de trois sujets, hein, l'intelligence émotionnelle, les compétences et la découverte de leur appétence. Et on est toujours autour de ce cercle-là pour que les personnes puissent arriver à s'aligner tête, cœur et corps et qu'elles puissent grandir dans leur job. Vous intervenez beaucoup aussi en situation de crise? Si on regarde le nombre de missions, non, pas beaucoup. C'est à peu près 20% de nos interventions. La question, c'est qu'est-ce qu'on appelle une crise? En fait, la crise, ça peut être le mal-être au travail, ça peut être aussi trop de travail, des comportements qui sont pas toujours souhaitables. Enfin, on a toutes ces choses. Et je dirais, en fonction des dirigeants, certains d'entre eux vont déclarer entre guillemets l'état de crise quand ils sont en résonance avec un mal-être dans une partie de leur entreprise. C'est pas toujours des éléments légaux qui déclenchent une crise, c'est parfois le patron ou la patronne qui dit bah là je sens qu'il y a une souffrance à tel endroit et moi je veux libérer la parole en fait. Vous pensez qu'aujourd'hui on peut encore entreprendre en France, vous qui rencontrez énormément d'entrepreneurs? Mais moi, j'en suis intimement convaincue. J'ai un frère qui habite à Londres, qui est maintenant citoyen anglais, qui est en train de créer une entreprise. Et en fait, il est français. Ça fait 25 ans qu'il habite à Londres, et c'est des Français qui l'ont aidé à monter son entreprise. Maintenant, la France, qui, du point de vue du monde de la finance, était considérée comme peut-être un peu en retard en matière d'entrepreneuriat, c'est-à-dire disposer de VC qui soient prêts à donner des fonds aux entreprises, disposer de clubs d'entreprises, de soutien de toute nature. La France était entre guillemets en retard il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, ce retard est en train d'être rattrapé. On a par exemple des clubs d'affaires très en vue, comme le Galleon Project qui a été créé par Jean-Baptiste Rudel, le fondateur de Criteo, qui regroupe, je crois, 400 startups, ce qui est quand même pas rien. Les financiers aussi sont de plus en plus présents en France. Et puis on voit des très beaux succès, hein, des entreprises qui réussissent à se céder dans d'autres endroits du monde qu'en France à des valorisations spectaculaires. Donc je crois que maintenant on peut dire, enfin d'après ce que j'en vois moi de ma fenêtre, que la France n'arrête pas à rougir de sa position dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quels sont vos conseils essentiels, Florence, pour les entrepreneurs et puis ceux qui veulent entreprendre? Alors ça peut paraître très trivial, mais déjà se faire accompagner, c'est-à-dire ne pas marcher seul. Souvent, quand on entreprend, on se met beaucoup de choses sur le dos. Les journées sont longues, les objectifs très ambitieux. Ne pas commettre l'erreur d'avancer seul, je crois que c'est une première chose. Parler à sa femme dans sa cuisine le soir, c'est bien, mais ou à son mari, mais c'est peut-être pas suffisant pour tenir le cap dans la durée quand on a une entreprise. Et ça, ce serait le premier point. La deuxième chose, c'est prendre soin de soi. Au plan physique, c'est-à-dire faire des pauses. Ça peut paraître absolument basique, mais entreprendre, c'est pas un 60 mètres, c'est un marathon, voire un triathlon.
Et donc prendre soin de soi, c'est très important. C'est très important aussi de conserver du lien affectif avec un entourage. Toutes ces choses qui peuvent paraître absolument basiques, mais qui sont les fondements d'une réussite. Ça, c'est pour le côté, je dirais, de la personne pour elle-même. Et puis après, la personne dans un contexte, dans un système, je dirais, ce sont les conseils d'avoir une garde rapprochée, d'avoir des actionnaires quand il y en a dans l'entreprise qui sont en phase avec le projet. Parfois, on fait rentrer des gens dans une structure parce qu'on a besoin des fonds et que c'est pas toujours facile d'en trouver. Mais savoir s'aligner avec des personnes qui ont une culture commune, je crois que c'est vraiment très important. Et puis en matière de ressources humaines, la complémentarité, chercher la diversité, chercher des gens avec lesquels 1 + 1 = 3, parce qu'une entreprise qui grandit, elle le fait sur les épaules des personnes qu'on a embauchées au début quelque part. Et ça, c'est, je crois, fondamental. Parfois, on peut peut-être s'empêcher d'aller dans un domaine en se disant il y a trop de monde, ça va être compliqué. Quels sont les secrets en fait de réussite justement quand on est dans un domaine qui nous semble complexe? Je dirais que ce qu'on apprend quasiment le premier jour dans les écoles de coaching, c'est que le principal instrument du coaching, c'est le coach. Et que donc, en fait, il y a autant de propositions de valeur dans le coaching que de personnes par rapport à leur parcours. Nous, dans notre cabinet qui s'appelle Amagar Coaching Solutions, ce qui fait notre différence, c'est qu'en fait, on est aujourd'hui 5, on est des personnes qui sont déjà multiculturelles, puisqu'il y a 2 personnes qui sont pas françaises, qui travaillent très bien en français puisqu'elles sont totalement intégrées, mais on parle à nous tous plusieurs langues européennes et anglo-saxonnes. Ça, c'est un premier point. On a tous une expérience d'entrepreneur, on a tous une expérience à des postes de responsabilité dans des grandes entreprises avec des jobs qui sont complémentaires, que ce soit le légal, les opérations, la stratégie, le marketing. En tout cas, notre différence, je la vois, et je la vois aussi dans les yeux de nos clients. Quelles sont les qualités essentielles pour vous d'un entrepreneur? L'endurance. Je crois qu'il faut l'endurance et puis peut-être ce curieux mélange d'ouverture et d'écoute et le mot qui me vient en tête, c'est têtu, en fait, et de pugnacité qui fait que oui, on écoute, mais en fait, on lâche pas son os. Je crois que c'est ça. Résilience, grande écoute, ça c'est un point très important, et sans jamais rien lâcher. Pugnacité, résilience, ne jamais rien lâcher, ça veut dire que on rencontre énormément d'obstacles sur le chemin, j'imagine. Et est-ce que vous prenez la chose un petit peu à l'américaine en se disant tiens, finalement plus on a d'échecs et plus on se forme, plus on avance, parce que souvent en France l'échec est mal perçu. Ça a été un grand sujet. Il y a une de mes clientes avec lesquelles on avait au demeurant monté une conférence avec Charles Pépin sur les vertus de l'échec. Donc ça résonne très fort en moi, cette question. Mais je dirais l'échec, c'est pareil, c'est moi par rapport à moi finalement. C'est lié à ce sujet de la pugnacité qu'on évoquait. C'est-à-dire que l'échec, dans les yeux de qui la chose est un échec quand on parvient pas à ses fins. Il y a énormément de succès, que ce soit dans le cadre de l'entrepreneuriat ou de l'art ou de n'importe quel type d'initiative, dans le sport aussi, dans lesquels en fait un échec c'était juste une étape pour aller vers quelque chose de encore plus grand. Donc poser le mot d'échec sur quelque chose qui n'a pas donné les résultats qu'on attendait, c'est peut-être ça le sujet finalement. C'est peut-être cette étiquette-là qu'il ne faut pas poser, je crois. On a bien compris l'importance de la prise de recul. Alors merci beaucoup Florence. Merci à vous, merci. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.